commerce au Qatar. Ils ont investi les courses hippiques. Même dans le PSG, là dernièrement, ils veulent acheter un club de proie. Oui, ils veulent prendre ils ont le club de hand. Mais bon, moi, ce qu'on n'a pas dit déjà, c'est que il y a un projet qui s'appelle Projet 2030 qui a été dévoilé au Qatar et en fait qui veut que en 2030 donc 50% des revenus donc du Qatar soient issus des investissements étrangers. C'est-à-dire qu'on ne compte plus sur les richesses du parce que le Qatar dépend beaucoup du commerce, oui c'est plutôt le gaz d'ailleurs, le Qatar dépend beaucoup du commerce extérieur, donc ça c'est leur premier truc. Et puis c'est un projet, déjà même en ce moment, il faut dire que toutes les entreprises, leurs bénéfices, elles reversent 2,5% pour le sport. C'est une bonne politique. 2,5% pour le sport. Tu vas mettre ça au Cameroun. Il faut dire aussi que dans cette stratégie-là, on a dit tout à l'heure qu'il y a de la politique dedans, de la géopolitique, etc. On ne vient pas sur un précaré comme ça. Le Qatar jauge ses forces. Le Qatar se dit, est-ce que je vais ouvertement en Afrique? Regardez le combat que la Chine a aujourd'hui par rapport à certaines puissances. Le Qatar est tout petit. Il jauge ses forces. Il dit, si je vais de front contre la France, l'Allemagne, etc., en Afrique, est-ce que je serai assez solide pour mener ce combat-là? Il se dit, ok, je contourne. Moi, je préfère acheter ceux qui vont acheter en Afrique. Et donc, je passe par les Total, etc. Comme eux, ils ont la même mise sur l'Afrique, forcément, je suis en Afrique. D'autre part, il y a une pénétration insidieuse du Qatar. Le Qatar n'a pas de terres arabes. Et donc, le Qatar est en train d'acheter les terres en Afrique, un peu comme la Chine. C'est pour ça que de l'autre côté, il faut polir son image, pour qu'on ne soit pas très regardant sur ces abus, parce qu'en fait, c'est des abus. Quand vous venez acheter des milliers d'hectares, des centaines d'hectares dans un pays, et vous faites cultiver, et vous renvoyez le fruit de ça sur le marché international, le pays n'en profite pas. On le vend, je suis d'accord, mais la part de guerre fait que vous allez fragiliser le petit paysan qui a ses 1000 hectares, il est obligé de prendre votre argent, mais il ne reste pas, il aura une descendance. Monsieur Mouyemet, le Qatar, c'est à acheter EAG. Vous connaissez EAG? Ceux qui gèrent la plupart des arénas aux États-Unis. Ils sont rentrés dans le capital. Est-ce qu'ils ne sont pas toujours en pourparlers? Parce que non. De toute façon, ils sont capables de tout acheter. Depuis qu'il y a Qatar Foundation là, sur le maillot de ça, je dis ils sont capables de tout acheter. Parce que c'est une investissement de 40 millions d'euros. Pour moi, le FCB n'allait jamais. Avoir ils ont vendu c'est vrai que c'était l'un des seuls clubs au monde qui n'avait quasiment pas de sponsor avec payant avec l'Atlético Bilbao. C'était initial à l'époque, non? Non, c'était pas payant. Oui, non, mais je veux dire, oui, c'était juste symbolique, à titre symbolique. Voilà. Mais cependant, avec l'arrivée des Qatar, et en plus, il faut avouer que le Barcelone est en véritable déficit budgétaire. C'est-à-dire que ce sont des clubs qui sont super endettés. Ils ont qu'à vendre Messi. Demain, c'est pas la veille en tout cas. J'ai envie d'avancer avec vous pour notamment une autre question sur les richesses de ce pays. Est-ce que toutes les richesses que le Qatar aujourd'hui, et notamment avec la politique sportive qu'ils ont mis en place, est-ce que ça n'a pas favorisé le tourisme dans ce pays-là? Est-ce que finalement, comme on a l'habitude d'entendre sur notre film, ou bien sur ce média même, de la part des auditeurs qui pensent que le sport ne développe pas un pays, est-ce qu'aujourd'hui avec le Qatar, on peut dire clairement que le sport développe un pays? Non, bien sûr, mais pas au sens propre du terme, puisqu'ils sont. Peut-être c'est pas un développement direct, il y a un développement indirect qui est favorisé. Développement de l'image, mais pas développement pas au sens propre. Ça contribue. Parce que si on prend la question comme ça, je vais prendre un exemple. Si on prend la question comme ça, je veux pas rien de développement. Je veux prendre un exemple très simple qui est eu en France lorsque la France a gagné la Coupe du Monde 98. Les économistes ont dit ceci, que lorsque la France a gagné, il y a eu 1% de point de croissance pour la France. On sait que le 1% de point de croissance qui peut être minable pour certaines personnes, ça crée des richesses, ça crée des emplois. Donc ça participe d'une certaine manière. Est-ce que tu sais que 14% des gens au Qatar sont millionnaires? Donc je ne pense pas ça ne veut pas pourtant dire qu'il y a des personnes qui sont SDF. Il y a des SDF au Qatar. Excuse-moi.
contre. Bah oui, J'y crois en moyen parce que déjà, on a dit tout à l'heure, il y a 200 000 personnes qui sont qataris, voilà, ce sont des étrangers qui travaillent essentiellement dans le bâtiment, etc. Justement, on a trop bien lavé le Qatar ici, mais il faut dire que les clubs, le football au Qatar, il y a des joueurs qui arrivent au Qatar et qui vivent la galère. Même Dugarry l'a dit. Dugarry a dit que les Qataris, ce sont les premiers mecs qui ne respectent pas les contrats. En Europe, ils viennent. Non, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Un joueur peut venir. La femme encore marginalisée au Qatar. Un joueur peut arriver, il dit, moi je veux partir. Il dit, tu ne pars pas. Si tu pars, on ne te paye plus. Et il faut rappeler, Richard, qu'un joueur n'a pas le droit de quitter le Qatar sans l'autorisation de son club et du contrat de fin de travail délivré par le club dans lequel il voulait. Et puisque vous parlez championnat Canada, juste une petite info, savez-vous que le championnat qatari est dirigé par les enfants du même ministre, c'est-à-dire qu'ils sont à table, ton club a battu le mien, etc. Ils s'amusent entre eux, quoi. Bien sûr, la preuve, je veux dire. Mais simplement, quand vous parlez des droits de l'homme, j'ai peur que vous ne vous situiez là sous le prisme occidental encore. Non, les cas que vous citez, on est à Bali, monsieur Mouillé. Les cas que vous citez de joueurs qui ont été floués au Qatar, il y en a combien? Ils sont nombreux. Sur le nombre de joueurs. Non, quand vous dites qu'ils sont nombreux, on les a jamais présentés. Moi, ça m'étonnerait. Où est-ce qu'on les a présentés? Moi, j'ai vu ce France, on vous présente, et dans la télé française, on vous présente un ou deux tendus qui viennent vous dire que j'ai été trompé, on m'a sûr. Pourquoi ils veulent vous faire détester quelque chose? Il faut admettre qu'au Qatar, la culture n'est pas la culture occidentale. Et comme la culture n'est pas occidentale, il y a un certain nombre de mœurs qu'un occidental a du mal à accepter. Mais chaque pays ça ne veut pas dire que. Voilà. Donc il ne faut pas que on prenne cela pour forcément des déviances. Maintenant, la gestion familiale, etc., c'est discutable. Très bien. Je t'en prie. Pour corroborer à ce que tu viens de dire, Khelaifi, c'est l'ami de l'émir du Qatar. Et Khelaifi, c'est un ancien tennisman. Le fils de l'émir du Qatar. C'est un ancien tennisman qui, son plus grand record, il était 1029e mondial. C'est pas grave. Bon, c'est pour dire que quoi? Non, mais justement, vous prenez un monsieur comme Khelaifi, parce qu'il est votre ami, vous le mettez président du PSG. Il est compétent. Parce qu'il était sportif à la base. Il est compétent. Et vous prenez le président de la Fédération qatarienne de tennis C'est lui pour être le président d'un club de foot en France. Non, et il est président c'est pas le personnage le plus important sur lequel le Qatar s'appuie. Très compétent. Le Qatar s'appuie sur le fils de Michel Platini, par exemple, il n'est pas qatari, il n'est pas le cousin de l'émir. Le Qatar s'appuie sur Jean-Claude Villepin, sur un certain nombre de personnalités. Même politique. Effectivement, mais en France, c'est pour ça que je dis que c'est une stratégie bien bâtie, bien conçue. Il a parlé de lobbying tout à l'heure, ils savent très bien de s'en servir. Décidément, le dossier Qatar ne cesse pas de diviser au sein de ce plateau. Alors, je vais évoquer ici pour vous un dossier que j'espère va nous rassembler, tous, autour du cas Samuel Eto'o. On a autour du cas Samuel Eto'o, on a constaté récemment que l'exclusivité de sa destination, il avait une fois de plus accordé à un média africain. Alors, aujourd'hui, la question de savoir. Lequel tu peux le RSI, la radio de l'heure, à Douala, au Cameroun. Alors, j'ai envie de poser la question de savoir, au début des années 2000 à 2005, on a constaté une amélioration, n'est-ce pas, autour de sa communication. Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Autour de la communication de Samuel Eto'o, ouais. Parce que dans les années 2000 à 2005, je considère personnellement, moi ça n'engage que moi, qu'il y avait des véritables couacs. Aujourd'hui, en 2013, je suis pris de considérer qu'il y a une véritable amélioration. Il y a quasiment plus de couacs autour de sa communication. Il est dedans. Je peux dire, je ne sais pas si c'est une amélioration, mais on peut dire que c'est peut-être beaucoup plus encadré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça allait un petit peu dans tous les sens. On ne savait pas qui faisait quoi. Et là, depuis qu'il s'est adjoint le gars de Canal+, etc., avec d'autres personnes, avec Amikala et tout ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus canalisé. Mais même avec cette équipe-là, si vous observez bien, il y a quand même encore quelques couacs, quelques petits problèmes de style de communication de Samuel Eto'o. Parce qu'à un moment donné, si vous avez remarqué, c'était devenu très administratif. C'est-à-dire que face à chaque événement, Samuel Eto'o produisait une lettre comme un chef d'État
qui doit faire Mais dans ton point de vue, sans tout avec une certaine objectivité, on espère. Non, je suis très objective, voyons. Non, mais je pense que les Français avaient quelque peu, je ne sais pas, mis de côté Samuel, l'avait dépeint en fait comme un personnage hautain. Mais penses-tu qu'il y est pour rien? Je pense. Il s'est longuement opposé aux médias français, par exemple. Mais à tort ou à raison, non, à raison, je pense, parce que, je veux dire, les Français sont très forts, je pense, pour manipuler l'opinion publique. Que ce soit dans les médias, on a vu, ça peut être dans tout, que ce soit les guerres, etc. Il y a que les Français qui manipulent. Tu penses qu'au Cameroun ne manipule pas, non? Non, je pense pas. Je pense qu'au Cameroun, on est très. Le Camerounais qui va écrire sur son journal, on va sentir que ça vient de son cœur. Je pense que tu ne dis pas assez. Je t'en prie. Si cette manipulation a prospéré au Cameroun, c'est parce qu'au Cameroun, je pense que les médias camerounais sont les médias qui ont le plus descendu sur nous. Si vous les lisez et les relisez, je pense qu'il y a un gros problème de mise en vision, mise en perspective de nos stars. Sur le plan général au Cameroun. Peut-être qu'ils ne se connaissent pas, peut-être les médias s'y prennent mal. Et rejoins-tu, Thierry, quel est le point de vue de Charles Moué, mais comme quoi les médias camerounais n'ont pas mis à haut Samuel Eto'o? Non, je ne dirais pas ça comme ça, parce qu'il faut dire ce qu'il doit se dire. Tu vois un peu, chaque média doit véhiculer dans son journal ce qu'il pense. La communication de Samuel Eto'o, jusqu'à présent, moi je la trouve un peu... Allez, moi je la trouve un peu bizarre. Et moi je me dis, c'est vrai, Charles a dit que c'est un peu encadré. Et moi je dis que c'est encadré parce que depuis 2 ans, si vous remarquez bien, depuis le départ même de Samuel Eto'o du FC Barcelone, il s'est beaucoup plus rapproché des médias français. Il apparaît beaucoup plus au Canal Football Club, il s'entoure aussi beaucoup de gars français. Je me dis aussi que c'est ces conseils-là qui l'ont un peu redirigé, qui l'ont dit non Samuel, attends, parce que tu te souviens, après la Coupe du Monde, il a fait une interview, un truc comme ça, qui n'était pas très bien passé c'était à Sarel, mais que ce soit sur le plan national qu'international. Moi, je vais dire quelque chose. Parce que quand tu parles de Samuel Eto'o est le consultant de Téléfoot, ou TF1. Il y a 2 ans, il était consultant. Ok. Le problème de Samuel Eto'o, c'est qu'il a dit que désormais, il ne laissera plus jamais ses nouvelles. Donc, il ne donnera plus la priorité aux médias internationaux en ce qui concerne ses nouvelles. Il a dit, je préfère donner des nouvelles en Afrique et que les médias internationaux viennent les chercher en Afrique. Et c'est ça son problème. Il a dit, plus jamais, la preuve... Hein? Son problème, c'est qu'il a envie de valoriser. Il a envie. Non, il a envie justement. Il ne peut gérer ça que partiellement parce qu'il n'est pas la seule source. C'est vrai. Quand il signe un contrat, il y a 2 parties. C'est vrai, mais la preuve, c'est que RSI a annoncé cette nouvelle et même sur le site de Chelsea, ce n'était pas encore diffusé. Et pour vous dire, il est même allé jusqu'à donner son numéro. Son dossard. Yohan Sanga, s'il te plaît, je reviens avec toi. Il y a quelques mois, dans un essai de communication inhabituel, Samuel Eto'o sur YouTube, notamment avec certains Camerounais de la diaspora, a pris un véritable plaisir à donner ses nouvelles, à communiquer autour de lui. Ça a été véritablement pour lui, tout le monde l'a constaté, un exercice, comme j'ai dit tantôt, inhabituel. Qu'en penses-tu exactement de cela? Est-ce qu'il n'essayait pas là, à l'époque de séduire, de reséduire l'opinion? Eto'o a souffert par de sa jeunesse, il a fait des erreurs de jeunesse comme tout le monde. Cette image, effectivement, quelqu'un de timbre, de très pas assez proche du peuple, pas assez capte la grosse tête, l'argent, effectivement, n'aidant pas. Je pense que ça l'a vachement touché. Et il a tout intérêt, effectivement, à se rapprocher en faisant des communications, notamment avec la diaspora, en se faisant rare, peut-être aussi dans les médias, en parlant beaucoup moins qu'il le fait. La Russie, elle l'a aidé à prendre du recul. Et en se rapprochant des gens, parce que par exemple, on le voit très actif sur certains réseaux sociaux, etc. Et je pense que ça crée une certaine proximité avec les gens qui est plus importante que via les médias. Avec les fans, etc. Sans généraliser, je remarquerai que les joueurs communiquent beaucoup plus. Quand sportivement ça va pas bien. Moi je pense que la communication de Samuel Eto'o s'est accentuée depuis que l'équipe nationale du Cameroun a des problèmes. Parce qu'il intervient toujours aux sorties des rencontres avec l'équipe nationale du Cameroun. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs Samuel Eto'o.
Il y a plusieurs Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o, le joueur de foot, quoi qu'on dise, Il est fantastique. Sur le terrain, Il est fantastique. Je ne parle pas du talent, je parle de l'exemplarité. Ouais. Oui, sur le terrain, il est exemplaire. C'est vrai. C'est celui qui relève son adversaire quand il est tombé. C'est pas celui qui est prêt à Celui qui est donner un coup, décisif. etc. Bien Donc, sûr. sincèrement, sur le plan du jeu, c'est quelqu'un d'extrêmement exemplaire. Il y a le Samuel Eto'o, acteur social. Je pense que de ce côté-là aussi, ce n'est pas discutable. Les œuvres sociales de Samuel Eto'o, ça se voit. Le Samuel Eto'o qui est un petit peu embêtant, c'est celui qui a tendance à glisser vers une espèce d'homme politique. Quand il dit mon peuple, etc. Je pense que ce sont des erreurs de communication. C'est ce Samuel Eto'o-là qui est un petit peu embêtant parce qu'à un moment donné, vous ne savez plus si c'est le joueur ou le sportif qui vous parle ou si c'est un futur candidat à quelque chose. Et c'est là où ça pose un gros problème. Et donc, je pense qu'il y a peut-être à ce niveau-là un manque de conseillers qui devraient normalement orienter sa communication. Absolument. Ou même la bloquer, même parce que quand vous êtes une star, une personne de ce niveau-là, il y a des choses que les spécialistes de la communication vous interdisent de dire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la parole sans avertir, etc. Je pense que c'est très important. Je vais revenir sur le fait, justement, sur l'annonce de son arrivée à Chelsea, que notamment le média sur lequel nous sommes, RSI, pour ne pas le citer, a une exclusivité. Il faut le citer. A une exclusivité, a une exclusivité de la destination. Moi, je me souviens en Europe, quand il a signé à Olanzima Kashkala, tous les médias internationaux voulaient savoir où aller jouer Eto'o pour la saison prochaine. Alors, il s'est avéré que la Gazeta dello Sport, elle allait prendre l'information au Cameroun sur STV2. Et la Gazeta a balancé sur son site. Et c'est au moment où la Gazeta dello Sport a balancé l'information sur le site que d'autres médias européens ont pris la décision de divulguer cette information. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Eto'o, en faisant cela, n'honore pas le Cameroun ou l'Afrique à sa manière? C'est un geste patriotique. Et je pense que c'est un geste qu'il faut retenir, donc, parce que c'est. En quelque sorte, il fait confiance à son peuple en disant voilà, je préfère revenir sur les racines, revenir dans mon pays, communiquer avec les gens, et à la limite, les autres, ils font comme ils veulent, ils prennent l'information ou ils la prennent pas. Mais je veux aussi dire que quand, par exemple, il avait communiqué autour de ce média-là, par exemple, évoquant STV, à l'époque, par exemple, STV n'avait pas de moyens, de relais de communication comme un site internet pour pouvoir afficher l'exclusivité de ce. Est-ce que ce n'était pas anachronique avec la qualité au niveau de l'information universelle qu'ils avaient? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire justement à sa suite tout à l'heure. C'est que je pense que donner l'exclusivité à des médias camerounais, africains, c'est bien, mais je pense qu'il faut faire un petit peu plus. Parce que au niveau des médias internationaux, nos médias ne pèsent pas lourd. Et même votre exclusivité peut être noyée. Et c'est le cas, effectivement. Ce n'est pas suffisamment capitalisé. Parce que si nous voyons STV, nous demandons qu'est-ce que vous avez fait de l'exclusivité de Samuel Eto'o, je ne suis pas certain qu'ils ont tiré quelque chose de ça. RSI, c'est encore tout récent. Est-ce que RSI va tirer quelque chose de cette exposition mondiale que Samuel Eto'o lui donne? Est-ce que RSI a les moyens d'accroître sa notoriété par rapport à une telle information? C'est quand même assez difficile. Parce que justement, Samuel Eto'o, qui a cette notoriété, je pense qu'il peut agir également au niveau des médias internationaux. Leur dire de façon ouverte, de façon claire sur leur plateau, que telle information est disponible chez tel. S'il ne le fait pas, RSI seul, face à Canal+, à Al Jazeera, etc. N'est-ce pas un tort? Les Camerounais eux-mêmes, et c'est ça un autre gros problème que nous avons, c'est que beaucoup de Camerounais, quand vous avez donné l'information sur RSI, attendaient de voir l'information sur les médias internationaux avant de croire que c'est vrai. Pourquoi justement? Il faudrait que les choses changent. C'est parce qu'on nous a habitués à penser que la vérité ne vient que de là. Moi je ne crois pas. Quand j'ai eu l'information comme quoi Eto'o signé à Chelsea par RSI,